Alors, tu as présidé longtemps à la destinée de la Fédération Générale du Commerce, la FGC en Polynésie. Donc, rapidement et assez synthétiquement, quelle est la situation du secteur marchand aujourd'hui? Et faut-il changer notre système fiscal? Alors on est un peu à la fin d'un cycle, hein, puisque jusqu'à présent, toutes les activités ont servi, économiques, hein, ont servi à financer le budget du pays. C'est-à-dire qu'en fait, quand on faisait le budget du pays, depuis toujours, hein, depuis 84, on a regardé ce qu'on avait besoin, et après on adaptait la fiscalité par rapport à ce qu'on avait besoin. C'est-à-dire quelles taxes on pouvait mettre en place. Donc la facilité, c'est les taxes à l'importation. Puis après, on a mis la révolution de la TVA, après on a rajouté une taxe parafiscale qu'on avait enlevée, ensuite on a remis, on a mis une TEA. Bref, on voit bien que dans le système, ce système a vécu. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans un système qui est complètement fini, c'est-à-dire qui ne correspond plus à un modèle économique aussi, hein, et qu'il va falloir revoir, repenser un peu la fiscalité. Et à côté de la fiscalité, il va bien sûr avoir qui va être le budget du pays, comment on peut le faire avec une vision complètement différente. C'est-à-dire, on fait un peu comme on a toujours fait dans les budgets des ménages ou les budgets des entreprises, c'est-à-dire on regarde ce qu'on peut avoir comme ressources, et après on adapte le budget par rapport à ça. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui du problème de la fiscalité. L'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que de toute cette situation, de cet ancien presque système fiscal, est-ce que les commerçants n'en ont pas quelque part profité pendant de longues années? Je dirais que peut-être au début, mais après, dès 84, dès la montée en puissance de l'autonomie interne, ça a été un enfer fiscal. Dans la mesure où, sur un petit marché, avoir autant de fiscalité, déjà, ça grevait beaucoup les possibilités de ce qu'on appelle l'étendue du marché, la taille du marché qui est forcément petit. Et la fiscalité est venue rajouter dessus. Et d'après, on a bien vu les comportements des consommateurs qui, eux, se disaient qu'ils allaient choisir en fonction de ce qu'eux souhaitaient, c'est-à-dire principalement aller vers des achats soit en ligne, grâce à la franchise qui a été fortement élargie, donc c'est une fenêtre qui a été ouverte, mais qui a permis aussi d'avoir une situation de non-droit entre ceux qui payaient les taxes et ceux qui n'en payaient pas. Pourquoi à ce moment-là, et je pense que tout consommateur a bien conscience qu'on les importe hors taxe et que ça arrive hors taxe aussi, il y a une situation, c'est pas une situation normale, dans la mesure où tout le monde, partout dans le pays, dans n'importe quel pays, on paye des taxes, on paye de la TVA et on paye des charges. Là, on a vraiment une situation qui est totalement différente et d'inégalité face à l'impôt. Ça a été initié par le pouvoir politique au départ pour faciliter et lutter contre la vie chère, mais en fait, ça n'a profité qu'à ceux qui avaient Internet, disons ADSL et une carte bleue, et qui pouvaient aussi surfer. Et ça, c'est pas le public, je dirais, des plus nécessiteux. C'est le public typique du fonctionnaire qui travaille dans une administration ou qui travaille dans une grande entreprise et qui a forcément les moyens de payer également ses taxes. Et qui ne contribue pas à l'effort. Aujourd'hui, on est à la recherche justement, parce que les budgets, les déséquilibres ont été creusés par les générations précédentes, et on est dans une situation avec des comptes sociaux dans le rouge, mais depuis longtemps maintenant, un budget pas du tout équilibré, des satellites qui coûtent une fortune à travers les SEM, à travers autre chose, et qui ne sont pas gérés. Donc toute la fiscalité que l'on a, elle est liée au mode de fonctionnement qu'on a eu depuis l'autonomie interne. Dans votre programme de la liste des entrepreneurs, le point 3, je cite, la concurrence est une priorité. Qu'allez-vous faire concrètement, puisque je pense que nous l'attendons tous? Alors, la concurrence, c'est créer un système qui soit à la fois pas une usine à gaz. On a regardé un peu les modèles qui se font en France, la loi ou aux États-Unis avec la loi antitrust. C'est des systèmes qui sont faits pour des populations de 200-300 millions d'habitants, ou en France avec la loi et le Conseil de la concurrence, c'est fait pour une population qui a 60 millions d'habitants. Ici, on est une petite collectivité d'outre-mer, 260 000 habitants. On va aller sur des choses simples. Et on a justement la possibilité d'écrire une page vierge, parce que le statut a permis de récupérer ses compétences. Donc il faut se nourrir de ce qui s'est fait sur des schémas propres à nous, insulaires,
Donc l'exemple par exemple de l'île Maurice peut être aussi un exemple. Parce que donc on a des référents, on a l'Islande, on a, bon même si l'Islande sur le plan financier c'est pas ça, mais sur le plan de la concurrence ça a plutôt bien fonctionné. Et puis d'autres exemples d'économie insulaire et qui peuvent être pour nous des grands inspirateurs. En tout cas, le credo c'est l'ouverture vers la concurrence, l'ouverture bien sûr dans une concurrence saine et loyale, pas faussée par des intérêts de certains groupes, et je peux vous dire que ça c'est déjà pas une tâche aisée. Shanghai, pardon. Indispensable opération selon toi? Shanghai, on avait une opportunité. Cette opportunité, c'est l'exposition universelle. Si on ratait cette opportunité, on ratait cette occasion de pénétrer sur un marché chinois très prometteur, que tout le monde d'ailleurs, si aujourd'hui il y a 100 pavillons nationaux, c'est que tous les pays qui veulent capter un peu de cette clientèle touristique chinoise, qui va être en nombre la plus importante au monde, et ben c'est maintenant qu'il faut poser les premiers jalons. C'est pas dans 5 ans. Parce que forcément, comme tout marché asiatique, ça prend du temps. Il faut aller étape par étape. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de faire venir les Chinois à travers un vol spécial que nous faisons sur Shanghai, grâce à notre homologue de la Chambre de commerce franco-chinoise. Vous affrétez 2 avions donc pour la Chine fin septembre, début octobre. Alors quel est le but de cette opération? Tu parlais que c'était le plan 2. Oui, c'est l'étape suivante, puisque quand même on a investi pas moins de 168 millions, un peu plus même avec notre opération à nous, donc on est pas loin de 180 millions en gros sur cette destination Chine. C'est un marché très prometteur, comme je l'ai dit, c'est un marché difficile, il y a des problématiques qui se posent au terme de visa. Nous essayons de convaincre aux plus hautes instances de la République la nécessité d'avoir un régime spécial pour les DOMCOM insulaires, parce qu'un Chinois qui se perdrait dans Paris, on va avoir du mal à le retrouver. Mais un Chinois qui se perd à Takakoto, il n'y a pas de problème, on va le choper, si jamais il avait des envies de ne pas respecter les règles de l'immigration. Et c'est pareil pour les Antilles françaises, c'est pareil pour l'île de la Réunion. Donc on n'est pas seulement tout seul dans cette opération, c'est l'ensemble des DOMCOM. Ça fait partie des discussions que nous avons eues avec l'interconsulaire, puisque lors des 130 ans, tous les présidents des centres de commerce DOMCOM, départements et territoires d'outre-mer, se sont réunis avec les présidents des chambres des métiers et d'artisans, pour voir un peu les problématiques que nous avions ensemble. Avec toutes ces activités, tu as encore le temps pour la photo de charme, de tes hobbies encore? Alors ça c'est en fait ma première patente de photographe ambulant que j'ai prise quand j'avais 16 ans, puisque à l'époque c'était un hobby qui coûtait très cher, donc je faisais les mariages, je faisais les baptêmes, je faisais les photos de bateau parce que j'avais moi-même un bateau, et puis après on s'était dit tiens, qu'est-ce qui marchait bien à cette époque, et c'est resté toujours pareil, c'est les 3 S, Sun, Sex et Si, et on est resté sur ce credo, les 3 S. Alors certains diront que c'est une vision un peu peut-être erronée qu'on a aujourd'hui, mais je pense qu'il faut parfois on a besoin de rêve, on a besoin d'esthétisme, on a besoin de charme. Et je pense que dans ce monde, on a besoin de cela aussi encore. Et je pense que ça fait partie, c'est quelque chose qui est ancré, je dirais, chez moi, même si j'ai fait un laps de temps très long, puisque je n'ai pas fait de photos pendant de très longues années. Et puis après, le déclic est revenu, en fait, tout simplement parce que je prenais des calendriers chez mes fournisseurs, et une fois j'ai dit c'est trop horrible comme photo, je vais les faire moi-même parce que c'est vraiment, c'est pas ça. Tu l'as fait pour les autres? Maintenant je l'ai fait pour les autres, mais je l'avais déjà fait puisqu'on avait lancé la mode. En fait, on a lancé la mode, j'ai lancé la mode en 79.